Alors, rebonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dont le sujet est la normalisation au service de la certification à travers l'exemple concret des armatures en acier pour la précontrainte. Donc, j'espère que ce webinaire vous apportera un éclairage sur les travaux de normalisation et vous montrera tout l'intérêt d'y participer. Aujourd'hui, nous serons deux intervenants, donc Monsieur Théodoros Adamakos de la SQPE et moi-même, Elvina Isonon de l'UNM. Alors, sachez que les participants au webinaire ne peuvent pas parler, mais ils peuvent envoyer leurs questions tout du long via le chat et nous répondrons autant que possible aux questions en fin de séance. Donc, au programme de ce webinaire, nous allons vous parler des principes généraux de la normalisation. Ensuite, faire un focus sur les normes harmonisées et parler de la présomption de conformité. Enfin, aborder le vif du sujet, donc la certification à travers le cas des produits de la précontrainte. Et enfin, nous vous donnerons des clés pour rester informés et participer aux travaux de normalisation. Alors, avant de commencer ma présentation, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Elvina Isonon, je suis chef de projet à l'UNM depuis un an déjà et je suis plusieurs commissions, dont une dont on va parler dans ce webinaire. Alors, les principes de la normalisation. Qu'est-ce qu'une norme? Alors, tout d'abord, je vais casser le mythe parce que ici, on parle de normes techniques, donc qui sont d'application volontaire, parce que oui, la majorité des normes qu'on produit à l'UNM sont des normes d'application volontaire, mais malheureusement, l'amalgame est souvent fait avec les normes juridiques, donc tout ce qui est loi, décrets, arrêtés, qui sont évidemment d'application obligatoire. Donc, vous voyez bien que sur les normes techniques, donc qui sont au nombre de 34 600, il n'y en a que 1%, donc soit 350 normes, qui sont d'application obligatoire. Alors, comment fonctionne le processus d'élaboration d'une norme? C'est assez simple. Donc, il peut être réalisé soit au niveau français, donc pour les normes françaises, soit au niveau européen pour les normes européennes, soit au niveau international pour les normes ISO. Donc, le processus d'élaboration d'une norme commence toujours par des travaux sur un sujet spécifique. Euh, c'est un processus de consultation à différents niveaux qui est mené tout au long de la préparation d'un projet. Et une fois que le projet de texte est jugé suffisamment mature, il est soumis à une enquête nationale où chacun peut contribuer et cette participation est évidemment gratuite. Elle permet à tout utilisateur de donner son avis, un retour d'expérience ou son expertise par rapport à un sujet. À l'issue de l'enquête publique, donc c'est une consultation à l'échelle nationale, si les commentaires nécessitent une discussion, une invitation est envoyée à chaque contributeur pour assister en présentiel ou en virtuel à une réunion qui est appelée réunion de dépouillement. Et cette invitation à cette réunion, il est possible d'argumenter les modifications qui ont été proposées et de les intégrer au texte et d'établir la position nationale sur le projet, qu'il soit européen ou international. Donc, c'est une participation qui est totalement indispensable parce qu'elle permet de bénéficier du retour d'expérience des utilisateurs et de s'assurer qu'un projet de norme est parfaitement compréhensible par ceux-ci. Et enfin, à l'issue de la réunion de dépouillement, lorsque le texte final est accepté à l'instance européenne par les acteurs de normalisation, le texte deviendra une référence et sera publié en tant que norme. Alors, ici, vous avez à l'écran les instances de normalisation dans le monde, donc dont je parlais tout à l'heure. Donc, au niveau international, vous avez l'ISO avec son penchant pour les normes électrotechniques, donc qui est l'IEC. Les normes ISO sont la reprise des normes ISO est optionnelle, donc laissée à l'appréciation des experts nationaux. Les normes l'AFNOR, donc c'est l'Association française de normalisation, chapeaute tous les bureaux de normalisation au niveau français. Et enfin, au niveau européen, c'est le CEN qui est l'instance compétente de normalisation. Alors, donc, faut savoir qu'au CEN, une norme
une norme européenne est élaborée par les pays membres, donc ils sont 34 au CEN, et la norme existe en trois langues officielles, à savoir le français, l'anglais et l'allemand. Ces normes sont reprises à l'identique dans les collections nationales de tous les pays membres du CEN, et toute norme contradictoire à l'échelle nationale doit être annulée. Alors, euh, au niveau national et plus précisément dans les bureaux de normalisation comme l'UNM, il y a une complémentarité en fait entre euh, les acteurs. Donc, vous voyez que l'UNM, ça collabore avec les centres techniques et également les organisations professionnelles. Donc, c'est une synergie aux services des industriels. Et cette complémentarité parfaite entre ces trois acteurs, donc UNM, organisation professionnelle et centre technique, se réalise en trois étapes. Donc, d'abord, on a les centres techniques qui sont un appui technique et qui vont faire les études prénormatives, apporter l'expertise technique, participer au financement de la normalisation, tandis que les organisations professionnelles telles que la FIM, FFA, A3M euh, vont élaborer et piloter la stratégie de normative en soutenant leurs adhérents dans la participation aux activités de normalisation afin que les entreprises adhérentes contribuent à dynamiser le secteur industriel national. Et enfin, on a l'UNM qui est le vecteur par lequel cette stratégie normative sera exécutée. Alors, en qualité de bureau de normalisation, donc l'UNM va animer les secrétariats européens internationaux, conseiller dans l'élaboration de la stratégie normative et préparer et mener à l'aboutissement le programme de normalisation. Alors, plus concrètement, les travaux se font en fait dans les commissions et l'UNM dispose de 120 commissions de normalisation, dont l'UNM AC 180 qui normalise les aciers de précontrainte. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez les parties prenantes de cette commission. Donc, en support technique, on va avoir l'université Gustave Eiffel. La catégorie des utilisateurs est représentée par le groupe EDF. Euh, En fabricant, on aura Fraissinet. En évaluateur, on a la SQPE. Et en représentant de la profession, on a le CEDIP. Il faut savoir que dans les commissions de normalisation, on essaie d'avoir 9 catégories d'intérêt généralement, donc des fabricants, des évaluateurs, des utilisateurs, des supports techniques, de la profession représentée. Et plus on a d'intervenants dans le tour de table, plus on parvient à un consensus euh, plutôt clair et avantageux pour toutes les parties. Alors, vous avez là quelques chiffres clés à retenir, donc qui reflètent l'implication de la commission UNM AC 104-20 dans les travaux de normalisation européens et internationaux. Donc, la commission suit quelques instances au niveau européen et international. Donc, au niveau européen, l'AC 104-20 suit le CEN 104 SC2, donc qui s'occupe de l'exécution des ouvrages en béton. Elle suit également le CEN-TC 459 SC4, dont c'est le comité technique CEN 459, sous-comité technique 4, et ces trois groupes de travail, donc dont l'activité principale est sur les aciers pour béton armé et acier de précontrainte. Et le penchant à l'ISO de cette instance est l'ISO TC17 SC16 et ces cinq groupes de travail qui sont également suivis par la commission. Donc l'ISO TC17 SC16 s'occupe des aciers pour le renforcement et la précontrainte du béton. Alors, les groupes de travail sont en fait de toutes ces diverses instances en fait sont le creuset où l'élaboration des normes a lieu et chacun a en charge en fait des sujets de normes spécifiques comme la durabilité des aciers de précontrainte pour le WG6 au CMTC 459 SC4 et les groupes de travail peuvent également être consacrés à la révision d'une norme et c'est le cas par exemple de l'ISO TC 17 SC16 WG8 qui s'est occupé de la révision de l'EN 15630-3 qui va être bientôt publié. Alors, voici quelques normes phares qui sont activement suivies par la commission UNM AC 180. Donc,
En premier lieu, vous avez la série NF A35037 qui normalise les produits en acier, spécifiquement les torrents en acier à haute résistance, protégés et gainés. Donc, elle est en trois parties. La première partie est sur les prescriptions générales. La deuxième partie, c'est les prescriptions spécifiques aux torrents protégés gainés coulissants de type P. Et la troisième partie, c'est les prescriptions relatives aux torrents protégés gainés adhérents dits de type SC. Ensuite, vous avez le projet de norme EN 18035, donc les aciers de précontrainte, les torrents gainés cirés pour application dans la construction, qui est destiné à remplacer la série NF. Voilà, mais elle est encore en cours d'élaboration, d'où la préfixation PR devant la référence. Vous avez également le N ISO 15630 partie 3, donc les aciers pour l'armature et la précontrainte du béton, spécifiquement sur les méthodes d'essai. Donc, et la partie 3 s'applique, c'est les méthodes d'essai appliquées aux aciers de pré-contrainte. Faut savoir que les autres parties de l'EN 15630, donc la partie 1 qui est sur les méthodes d'essai applicables aux barres, fils, machines et fils pour béton armé, et la partie 2 qui est sur les méthodes d'essai applicables aux treillis soudés, sont suivies par la commission sœur à la C10420, donc la commission AC10410, qui est dédiée aux aciers pour béton armé. Vous avez également la série de normes EN 10138, donc qui est sur les armatures de pré-contrainte en acier, qui est elle aussi en trois parties. Donc la partie 1 sur les fils, la 2 sur les torons et la 3 sur les barres. Et enfin, on a une autre norme qui est caractéristique de la C10420, c'est le N10369, donc qui est sur les torrents gainés graissés pour la pré-contrainte du béton. J'aimerais juste rappeler que le N10369 et le N10138 sont en cours de révision, sont encore en cours de révision pour ajouter les exigences qui sont contenues dans le nouveau règlement produit de construction. Alors, comment participer aux travaux de normalisation? Vous avez juste à contacter, si vous êtes intéressé, le secrétariat UNM à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et nous, on va vous donner toutes les modalités d'inscription et de participation. Et l'inscription se fait très rapidement et déjà au bout d'une semaine, en une semaine, elle peut être effective. Alors, comment on élabore une norme? Je vais juste rappeler comment se fait l'élaboration d'une norme en commission de normalisation. Donc, le processus est assez simple et il peut être réalisé soit au niveau français pour les normes françaises, soit au niveau européen pour les normes européennes, soit au niveau international pour les normes internationales, comme j'avais dit. Et il commence toujours par des travaux sur un sujet spécifique. Donc, je rappelle l'étape que j'avais énoncée tout à l'heure. Donc, il y a une proposition de normes donc, qui va donner lieu à un vote par tous les pays membres du CEN. Ensuite, il y aura la rédaction par les experts du groupe de travail spécifique. Ensuite, le projet sera envoyé en enquête pour vote et commentaires des pays. Puis, suite à ça, il y a une approbation finale. Et enfin, le projet est envoyé en publication. Et donc, à chacune de ces étapes, les membres de la commission AC10420 seront consultés pour aider à déterminer en fait la position française sur le sujet. Alors, on va parler du cas particulier maintenant des normes harmonisées. Alors, qu'est-ce qu'une norme harmonisée? Tout d'abord, il faut savoir que c'est une norme européenne qui est adoptée par l'un des organismes européens de normalisation sur la base d'une demande de normalisation qui est introduite par la Commission européenne. Les produits qui sont conformes aux normes harmonisées ou parties de celles-ci et dont les références ont été publiées au journal officiel de l'Union européenne, c'est très important ce détail, seront censés être conformes aux exigences couvertes par les normes en question. Donc, toute norme harmonisée dont la référence a été publiée au JO-UE donne présomption de conformité à la directive ou règlement à laquelle elle vient en appui. Donc, la caractéristique des normes harmonisées, c'est qu'elles contiennent une annexe Z qui va établir le lien entre les exigences essentielles d'une directive ou d'un règlement et les exigences couvertes par la norme. Il faut savoir que l'harmonisation est limitée aux exigences essentielles et seuls les produits répondant aux exigences essentielles peuvent être mis sur le marché.
Donc, les normes harmonisées dont les numéros de référence sont cités au JOE vont donner présomption de conformité, sont présumées, pardon, conformes aux exigences essentielles correspondantes, mais l'application des normes harmonisées reste quand même à la discrétion, à la libre discrétion des fabricants qui peuvent choisir n'importe quelle autre solution technique qui va garantir la conformité aux exigences essentielles de la directive ou du règlement de leurs produits. Cependant, il y a une exception qui est faite pour les produits de construction. Et vous avez trois cas de figure qui sont envisageables, donc en matière de conformité des produits. On a le marquage CE obligatoire, donc pour les normes harmonisées d'application obligatoire, c'est-à-dire citées par une réglementation, soit le marquage CE volontaire, donc sur la base de documents européens d'évaluation, et enfin, vous avez un troisième cas de figure, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes harmonisées, mais une réglementation nationale impose l'évaluation de la conformité des produits. Donc, pour approfondir cet exemple particulier, je vais passer la parole à Monsieur Adamakos qui va présenter le domaine de la précontrainte où coexistent justement deux types de certification, donc le marquage CE et les attestations de conformité. Alors, je te laisse la parole, Merci Elvina, je Grosse. vais juste Et partager mes documents. Bonjour à tous. Je m'appelle Théodoros Adamakos et je représente la SQPE. Tout d'abord, je tiens à remercier Elvina de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Donc, donc, je prends le relais pour vous présenter un exemple de certification sur les armatures de précontrainte. Mais tout d'abord, je vais juste vous présenter un peu la SQPE pour ceux qui ne la connaissaient pas. La SQPE est une association pour la qualification de la précontrainte des équipements des ouvrages, des bâtiments et des génies civils. Nous sommes un organisme de certification qui est accrédité par l'ECOFRAC et notre rôle est de donner des certificats, des certifiés, c'est-à-dire les producteurs pour les domaines des armatures, des procédés qu'on appelle les kits des précontraintes, des appareils d'appui, des amortisseurs, des joints de chaussée, très récemment des kits de protection contre la chute des blocs rocheux. Bon, aujourd'hui, on va parler plutôt précontrainte. On va aborder l'exemple des armatures des précontraintes. Pour la SQPE, tout ce qui est précontrainte est couvert par notre comité sectoriel des précontraintes qui s'appelle le CSP. Donc, ces comités couvrent entre autres les armatures, les câbles, les suspentes, haubans, les procédés, les kits, c'est-à-dire des produits d'injection qui entrent dans la gaine pour protéger l'armature, comme les coulis et les cires. Et à la fin, la mise en œuvre sur chantier des kits de précontrainte. On va voir, c'est une autre certification, un autre domaine qui couvre en fait la mise en œuvre de la précontrainte sur chantier par certaines équipes qui sont certifiées ou habilitées, si vous voulez, par la SQPE. Avant d'aborder l'exemple des armatures, on va juste rappeler les principes du marquage des CE. Bon, selon les RPC, les règlements des produits de construction, le marquage de CE doit être apposé sur de nombreux produits avant que ceux-ci puissent être vendus dans l'Union européenne. Ces marquages indiquent qu'un produit a été évalué par les fabricants et a été jugé conforme aux exigences de l'Union européenne en matière de sécurité, de santé, de protection de l'environnement. Bon, comme Melvina a dit tout à l'heure, le marquage CE est obligatoire pour les produits fabriqués partout dans le monde et commercialisés dans l'Union européenne dès qu'une norme harmonisée couvre ces produits. La certification, et on va voir plus tard pourquoi, permet de maintenir un niveau de qualité et d'assurer un niveau élevé de sécurité, d'où le but de faire certifier les produits. Comme nous avons dit tout à l'heure, c'est le règlement des produits de construction qui traite et qui parle beaucoup du marquage CE. Pour votre information, actuellement, il y a deux versions de ce règlement qui coexistent. La version de 2011 et la version de 2024, car en fait la version de 2011 était valable, elle sera encore toujours valable pour 10 ans,
Mais cette année, la Commission a adopté une nouvelle version, la version de 2024. Donc, encore pour quelques années, on aura les deux versions qui coexisteront. Donc, on va parler un peu des certifications. On a trois cas. Et on a un premier cas, le cas le plus évident, euh, le marquage CE obligatoire si une norme harmonisée existe et si cette norme couvre ces produits. Une fois qu'une norme harmonisée existe et laquelle est publiée au journal officiel, il y a l'obligation de faire certifier les produits avant de les mettre dans le marché. Et juste à côté, on a un marquage qui est non obligatoire pour les produits qui ne sont pas couverts par une norme harmonisée, mais pour lesquels un document européen, un DEE, un document d'évaluation européen existe. Bon, un tel document peut être élaboré lorsqu'un produit de construction n'est pas totalement couvert ou pas du tout par une norme harmonisée. Quand, autrement dit, lorsque les performances de ces produits ne peuvent pas être évaluées conformément à une telle norme. Donc, si le produit n'est pas couvert par une norme, les fabricants peuvent, mais ne sont pas tenus, de demander une évaluation technique européenne, ETE, et avant de demander un DEE. Donc, le DEE et plus les évaluations techniques européennes permettent aux producteurs de faire certifier de façon volontaire leurs produits. Dans notre cas, pour qu'on puisse avoir une idée, pour la précontrainte, les procédés, c'est-à-dire les kits, et les produits d'injection comme le coulé et les cires sont dans cette catégorie. C'est-à-dire, on n'a pas encore une norme harmonisée, mais on a un document européen qui est utilisé par les fabricants, lesquels peuvent ensuite faire certifier leurs produits. Donc, on a des procédés, des coulis et des cires marqués CE selon ces documents DEE ou EAD en anglais, dont la liste, vous pouvez la trouver toujours sur le site du ministère et le site de Nando. Et ensuite, on a un troisième cas. Voilà. C'est le cas des armatures. En fait, quand un produit n'est pas couvert, n'est couvert ni d'une norme harmonisée, ni d'un document européen. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? C'est la reconnaissance mutuelle qui est appliquée. Cela signifie un produit sur les marchés d'un État membre peut être commercialisé librement dans tous les États membres. Mais une exception, c'est le cas euh, quand un État a des exigences nationales justifiées, qui veut imposer. Et c'est le cas des armatures des précontraintes. Hop, bon. Et en parlant des exigences nationales, nationales et justifiées, on va aborder voilà, cet exemple des armatures. C'est un bon exemple. Pourquoi? Car à ce jour, il n'y a pas de normes harmonisées, mais une norme harmonisée qui est en cours de rédaction. Donc, il s'agit, on va voir plus tard, de la norme NFEN 10138, qui aujourd'hui est en cours de rédaction par un groupe de travail européen et qui va couvrir dans l'avenir les trois types d'armatures qu'on a, c'est-à-dire les torons, les fils et les barres. Mais en attendant et en l'absence des normes harmonisées et des documents DEE, euh, qu'est-ce qu'on fait pour garantir en fait la qualité de ces produits? L'État impose des exigences, impose un texte, une certification pour garantir en fait la qualité de ce type de produits. Alors, comment cela s'est fait? Concernant la précontrainte, c'est le fascicule 65 qui couvre le domaine de la précontrainte. C'est le cahier des clauses techniques générales applicables au marché public des travaux de génie civil qui couvre les armatures, les kits, les produits d'injection et la mise en œuvre de la précontrainte sur chantier. Donc, si on veut reprendre un petit peu ce qui est écrit dans le fascicule 65 pour avoir une idée, il y a une partie qui couvre les kits, les procédés, donc ce qui est plus facile car déjà, on a une norme on n'a pas une norme, pardon, on a des documents, des DEE qui existent, et ce sont ces DEE qui remplacent pour l'instant la norme harmonisée. À ce jour, pour votre information, chaque producteur a obtenu son propre ETE et son propre DEE. Donc, on a des kits, des vraies contraintes qui sont certifiés
avec un vrai marquage CE. Bah, le deuxième cas concerne les armatures qui doivent bénéficier d'une attestation, d'une certification SQPE. On ne parle pas des vraies certifications, nous, on parle d'une attestation de conformité. Bon, c'est de cette façon que l'État, que la France garantit la qualité de ce type de produits, des armatures des précontrantes, en l'absence des normes européennes, via ce fascicule 65. On impose, entre guillemets, une sorte de certification. Bon, alors, dans ces buts, la SQPE a créé on a notre propre référentiel qui est basé sur la norme française et qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire l'ANF A35-045, et qui traite les fils, les torrents et les barres. Et c'est l'équivalent, si vous voulez, de la norme 10138 qui va sortir dans l'avenir. Bon, on se base alors sur la norme française pour créer un référentiel qui nous permettra par la suite d'assurer une sorte de certification nationale. Bon, nous allons juste présenter un peu quelques étapes des certifications selon le référentiel de la SQPE afin de vous montrer pourquoi c'est important de certifier les produits et pourquoi c'est important d'avoir des exigences nationales ou européennes. Parce qu'on va voir qu'il ne s'agit pas seulement d'un dépôt de dossier avec juste des résultats d'essai, mais on verra qu'il y a des exigences techniques, des exigences qualité, et que c'est une procédure, si vous voulez, continue, une surveillance continue qui garantit une évaluation continue de la production du produit, de l'usine et du producteur, car il y a plusieurs choses qui sont évaluées. On verra plus tard lors des audits, lors du dépôt d'un dossier. Donc, voici les étapes pour avoir, juste pour vous donner une idée. Nous, en tant qu'ASQPE, on reçoit un dossier, une demande d'attestation de conformité qui comprend entre autres une lettre de demande, un dossier d'évaluation, une fiche technique des produits et un gros dossier technique avec beaucoup d'essais que le producteur a réalisé dans des laboratoires accrédités. Ensuite, il y a une première vérification de notre part de la conformité administrative des éléments transmis qui nous permet de dire que le dossier est recevable. Si le dossier est recevable, on va programmer bientôt une évaluation de l'usine, du producteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'audit d'évaluation. Donc, on évalue les systèmes qualité, les conditions de fabrication, on contrôle les méthodes d'essai, les machines, les étalonnages. Et en même temps, on va voir plus tard, on procède à des prélèvements pour faire des essais comparatifs entre le producteur et on verra plus tard avec un laboratoire externe accrédité pour qu'on puisse faire une analyse comparative entre les deux types de résultats. Donc, en même temps, il y a un rapporteur technique missionné par la SQPE qui va examiner, qui va analyser tous les résultats des essais techniques euh, réalisés par les producteurs, lesquels ont été transmis à la SQPE. Donc, à la fin, les conclusions de l'audit et les conclusions de l'examen du rapport technique sont soumis à l'avis du CSP, de notre comité sectoriel des précontraintes, et le comité va donner un avis qui va ensuite être entériné par le conseil d'administration et qui va aboutir à l'émission d'une attestation ou pas. Pour votre information, pour les armatures aujourd'hui, l'attestation a une durée d'un an. C'est pas la même chose que les certificats CE qu'on émet pour les procédés pour les produits d'injection, car à ce jour, les certificats CE n'ont pas de date de validité, sont valables entre guillemets à vie, et la SQPE et les autres organismes de certification assurent un maintien, c'est-à-dire que chaque année, on fait les bilans de la surveillance continue et on maintient ou pas le même certificat pour l'année suivante. Mais pour les armatures des précontraintes, pour l'instant, c'est une attestation annuelle.
qui expire et ensuite on émet une autre attestation pour l'année suivante. Alors, une fois l'attestation émise, on entre dans ce qu'on appelle la surveillance périodique continue. Il s'agit en fait d'un contrôle continu pour assurer que les conditions de production n'ont pas changé et que les produits sont toujours conformes aux exigences de la norme. Euh, pour assurer ces contrôles, on audite 2 fois par an l'usine. On fait un audit par semestre pour vérifier l'application du système qualité, examiner les conditions de fabrication et des contrôles et constater des évolutions. Lors de ces audits, nos auditeurs prélèvent des échantillons pour effectuer des essais comparatifs. Donc, chaque semestre, il y a un audit, des prélèvements et des essais comparatifs qui sont faits par des laboratoires accrédités COFRAC selon la norme 17025, qui est la norme d'accréditation des laboratoires. Mais en dehors de ces essais comparatifs, il y a aussi, voilà, pour votre information, pour ceux qui connaissent un peu la précontrainte, des essais annuels, des essais de caractéristiques particulières, car il s'agit des essais, comme le dit le titre, un peu voilà, particuliers, qui doivent être réalisés annuellement. Voilà des exemples des essais de relaxation, de fatigue, de corrosion à l'eau distillée, de corrosion au thiocyanate. Euh, et en dehors de ces essais, en plus, les producteurs sont tenus de nous envoyer tous les mois leurs fichiers statistiques de leur production continue. Donc, on contrôle chaque mois et à la fin de l'année voilà, la production en faisant un contrôle statistique des caractéristiques mécaniques, technologiques. Bon, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Ça commence par un dossier initial et puis ça continue chaque année avec des audits, des essais comparatifs annuels, contrôle statistique. Et c'est la même chose pour le marquage de ceux. Donc, à peu près, on a la même procédure, même s'il s'agit d'une attestation de conformité d'une certification entre guillemets nationale. Et Alors, pour finir ma partie, le but de cet exemple, c'était de vous montrer, bah, bien sûr, un exemple de certification pour les armatures, mais comme je vous ai dit, c'est à peu près la même chose pour le marquage des procédés et, et des coulis et des cires, même pour la même chose pour la mise en œuvre de la précontrainte, pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui est écrit dans une norme. Comment ça s'est traduit et repris par un référentiel, dans notre cas par le référentiel de la SQPE, et de vous montrer comment ces exigences sont appliquées par un organisme de certification, dans notre cas par la SQPE. C'est une bonne manière pour démontrer l'importance de la certification, car vous avez vu qu'il y a plusieurs étapes. Ça commence par un dossier, après il y a un contrôle continu donc, pour bien démontrer que la certification est un outil qui permet de maintenir un niveau de qualité et d'assurer voilà, une qualité de production. Bon, pour finir, concernant les armatures et ma partie, Elvina en a parlé tout à l'heure, il y a des normes harmonisées qui vont bientôt, si tout va bien, euh, vont sortir. Et si les normes harmonisées sortent, tout de suite, les normes françaises disparaîtront. Elles seront remplacées par les nouvelles normes harmonisées. Bon, nous, en tant qu'organisme de certification, la SQE mettra à jour ces référentiels selon les nouvelles normes européennes et les nouvelles exigences qui vont être appliquées. Donc, ouais, vous avez ici une petite liste des normes qui vont bientôt sortir. La 10138 pour les armatures de précontrainte, qui était voilà, notre exemple aujourd'hui. Et ensuite, les filets torons en acier revêtu de zinc, les torons gainés graissés, torons gainés cirés, et puis des normes qui parlent des méthodes d'essai comme la 15630, partie 3. Et bien sûr, n'oublions pas le règlement le RPC qui est toujours, il faut toujours le respecter et que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux versions qui coexistent, celle de 2011 et de 2024. merci Théo, Merci. Rose, pour cette présentation. Je reprends la main. Donc là, avant de vous donner les outils pour s'informer et participer aux travaux de normalisation,
je voulais vous rappeler un peu le bien fondé de la participation à une commission de normalisation. Mais pourquoi participer à une commission de normalisation? Eh bien déjà, pour quelque raison que ce soit, mais parmi ces raisons, vous pouvez venir aux commissions de normalisation pour faire de la veille. Donc, vous serez informé des travaux qui débutent, qui sont en cours, et vous aurez également accès aux travaux avant leur inscription officielle. Vous aurez accès aux normes publiées du domaine de la commission et cela vous permettra justement de garder un œil sur l'état de l'art technique mondial et d'anticiper, pourquoi pas, les changements pour adapter vos process et produits. Donc, pour être aussi acteur dans la rédaction d'une norme, évidemment, donc si vous participez à une commission de normalisation, vous avez votre mot à dire. Donc, en étant rédacteur d'une norme, bah, c'est influencer son contenu au niveau européen ou international et mieux se positionner sur le marché. Mais également, vous pouvez participer aux commissions de normalisation pour développer votre réseau. Parce que oui, dans les commissions de normalisation, en fait, c'est le lieu propice pour discuter avec déjà vos concurrents, mais aussi trouver vos potentiels clients. Et vous vous en doutez bien que tout ce travail n'est pas gratuit. Donc, la participation aux commissions de normalisation a un coût. Et dans le cadre de l'UNM AC 180, par exemple, le siège expert est à un prix de 2 250 €. Et sachez toutefois quand même que pour les fabricants, dans le contexte professionnel actuel, le financement des participations aux commissions de normalisation est intégralement pris en charge par le CETIM. Donc, c'est le centre technique pour lequel les entreprises s'acquittent d'une taxe affectée dédiée au financement collectif de travaux de recherche et développement. Euh, et il y a également un régime qui est réservé aux PME et aux universités, donc pour lesquelles le siège est gratuit. Alors, euh, vous avez plusieurs plateformes pour rester informé, mais là, je vous parlerai de cette plateforme que vous voyez à l'écran qui s'appelle Norme Info. Donc, c'est très intuitif et simple d'utilisation. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Norme Info, et là, vous pouvez rechercher une commission de normalisation en particulier, mais vous pouvez juste chercher par thématique, en fait, un sujet, et automatiquement, vous avez voilà, un listing des normes, des commissions euh, de normalisation qui sont en suivi du sujet. Et vous pouvez également mettre en favori les sujets qui vous intéressent pour être informé de l'actualité, donc sur l'état d'avancement de la norme et participer également, donc être informé aussi quand il y a des enquêtes publiques et donc pouvoir participer aux enquêtes publiques. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous souhaitez être recontacté par l'un de nos intervenants, déjà dites-le nous dans le chat ou sinon après dites-le dans le questionnaire satisfaction et nous après on pourra vous recontacter par mail. Voilà. Je vais regarder si on a quelques questions dans le chat. Oups. Non, bon, on n'a pas de questions. Non, on n'a pas de questions. Bah, encore une fois, merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous recontacter de quelque façon que vous souhaitez, donc soit par mail, soit par LinkedIn ou en vous abonnant à notre newsletter. Voilà. Merci. Merci, Elvina.